Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre émission média pub et com sur BFM Business. Toute l'actualité économique de nos meilleurs communicants, agences et personnalités du monde de l'information, de la diffusion et des réseaux sociaux. Hebdocom saison 2, épisode 34, c'est parti. BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Au programme aujourd'hui, dispositif de communication XXL pour le lancement de la nouvelle Renault R5 100% électrique, partenaire de Roland-Garros notamment. Quelle stratégie pour le groupe? Arnaud Belloni, directeur marketing monde de Renault, est notre invité. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom. Et pour terminer, notre focus du jour, Emmanuel Macron sur YouTube à J-5 avant les élections européennes. Et on vous raconte les coulisses de cette communication présidentielle. Mais d'abord, j'accueille mon invité. Bonjour Arnaud Belloni. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Hebdocom. Aujourd'hui, vous êtes directeur marketing monde chez Renault, qui fête d'ailleurs ses 125 ans cette année. Absolument. Très bon anniversaire au groupe. Vous êtes partenaire premium pour la 3e année consécutive de Roland-Garros. Votre plan de communication sur la nouvelle Renault R5 est assez dingue, assez exceptionnel. On va revenir sur tout ce que vous mettez en place, campagne, concept store, produits dérivés, sponsoring. Cette semaine, c'est donc Roland-Garros, mais c'est aussi les élections européennes. Un petit mot d'actualité. La question de la vente des véhicules thermiques en 2035 revient dans toutes les interviews des candidats, dans tous les médias. Si jamais cela doit passer, ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Le sujet, quel sujet? De la vente des véhicules neufs thermiques en 2035? En fait, là, c'est un sujet super politique, c'est pas complètement un sujet marketing, mais moi, je vais vous donner mon point de vue Ce qui marketing. impacterait C'est que Renault, quoi qu'il marketing. arrive aujourd'hui, vend 2 technologies, même 3 en réalité. On peut vendre des moteurs purement thermiques, on peut vendre des moteurs qu'on appelle e-tech full hybride, qui sont des moteurs qui sont à la fois essence et électrique, qui vous Et de permettent l'électrique à et puis 100%. et du 100 électrique. Donc bon, nous, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on sait tout fabriquer, tout vendre. Donc Et voilà. ça aurait des conséquences à l'échelle européenne sur le marketing, ces décisions-là, des élections ou... Moi, mon job, c'est de mettre sur le marché et de faire la publicité de ce que l'on a à vendre. Donc si je dois vendre des véhicules électriques, je fais la pub des véhicules électriques. Si j'ai des véhicules hybrides, je fais la pub des véhicules hybrides. Si j'ai des véhicules thermiques, je fais la pub des véhicules thermiques. Puis figurez-vous, moi, je le fais pour le monde entier. Donc il y a des endroits, il y a même pas de véhicules Vous électriques. adaptez. Voilà, c'est mon métier. Cette semaine, c'est donc aussi Roland-Garros, dont vous êtes partenaire premium pour la 3e année consécutive. Une série spéciale Renault 5 e-tech électrique a été dévoilée lors du tournoi des produits dérivés. Racontez-nous comment ça se passe, ce tournoi, en tant que Alors, partenaire. donc, on est partenaire depuis 3 ans. Quand on a travaillé sur la refonte complète de ce que pourrait être l'image de Renault, on s'est dit qu'il fallait que, entre autres, comme on est très obsédé par la création de valeur, qu'on aille chercher des clients qui n'étaient pas nos clients à l'époque. Et il se trouve que nos clients qui n'étaient pas nos clients à l'époque étaient dans les tribunes de Roland-Garros plus que dans celles du Parc des Princes. Donc, c'est Et quoi? C'est donc, les CSP+, voilà, des gens capables d'acheter justement des véhicules très technologiques, pas forcément de grande taille, de petite taille, mais très techno et puis plutôt électriques, etc. Donc, on s'est dit, mais quelles sont les opportunités disponibles? Parce que le sponsoring a ceci de génial, c'est que c'est un raccourci émotionnel. Formidable. Vous avez plein de manières de faire du marketing, mais le sponsoring peut être formidable, surtout si vous avez le temps de raconter une histoire, de vous exprimer, etc. Et donc, l'opportunité Roland-Garros est arrivée. Et c'est vrai que depuis 3 ans, donc on travaille le partenariat en profondeur. On ne sait pas juste mettre un logo sur un filet, même si ça marche bien. C'est pas seulement électrifier la flotte du tournoi, même si ça marche bien. Aujourd'hui, on a 88% de véhicules électrifiés. Il y a 3 ans, c'était 63. C'est surtout aussi d'essayer de raconter des histoires. Et c'est vrai que le truc emblématique de Roland-Garros, c'est la série limitée. Et quand on a négocié avec les organisateurs, on leur a dit: «Est-ce qu'on peut faire ensemble une série limitée?» Et ils nous ont dit: «Ah bah, bienvenue». Et on s'est dit: «Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est clair. La première, ce sera, la Renault 5 et puis, si ça marche, on en fera une autre plus petite, si ça arrive un jour» et voilà. Donc là, on a présenté l'année dernière le prototype de la Renault 5. Là, on vous présente la Renault 5 Roland-Garros finale. Les gens vont pouvoir la pré-réserver au moment du mondial de l'automobile au mois d'octobre et la voiture sera disponible
en livraison au prochain Roland-Garros. Ça fait un peu teasing, mais bon, l'automobile, c'est un métier de C'est manufacture, donc l'objectif aussi. voilà, il faut le temps. Comment est-ce que vous arrivez à quels sont vos indicateurs de performance, votre mesure d'efficacité de ce genre de partenariat, notamment Roland-Garros là? Ah, il y a des trucs très scientifiques, donc on a, ce qu'on appelle un un funnel en anglais, un prisme, un tamis, enfin tout ce que vous voulez. En l'occurrence, ça fait très tennis. Donc clairement, on regarde d'abord les audiences télé. Comme le tournoi est quand même retransmis dans le monde entier et que nous sommes présents sur le filet et que nous sommes sur tous les plans caméra, quasiment, des matchs en direct, on est à quasiment 1 milliard de téléspectateurs dans le monde entier qui regardent le tournoi. Premier indicateur. Deuxième indicateur, qui est très important pour nous, c'est la participation au tournoi. Le tournoi, l'année dernière, je vous donne les chiffres de l'année dernière, hein, parce qu'on ne les a pas cette année. L'année dernière, on était à peu près 634 000, je crois, c'est très précis, visiteurs, des gens qui ont payé des billets. Sur ces 634 000, ils ont vu tous notre logo, puisqu'ils ont vu des matchs, mais ils sont aussi ils sont venus visiter notre espace d'expo. Là, il y en a à peu près 150 000. Et sur les 150 000, il y en a à peu près 80 000 qui nous ont laissé leurs coordonnées parce qu'ils sont vraiment intéressés par quelque chose en particulier, ce qui peut être une voiture, mais aussi des produits dérivés ou même trouver un job. Donc ça peut être tout un tas de choses. Voilà, donc ça, c'est le critère très scientifique. Donc ça, ce sont les Maintenant, vous savez, chiffres très le vrai factuels, ouais. critère, c'est quand quelqu'un comme vous ou comme mes amis ou comme les gens que je croise dans la rue qui savent que je travaille chez Renault et qui me disent: «Dis donc Arnaud, on voit que vous». C'est Ça exact ça ça c'est le vrai, pour moi, c'est le vrai critère. C'était exactement ma prochaine question. Quelles sont les conséquences sur la perception de Renault, et puis surtout auprès des Français quand Renault est partenaire comme ça de Roland-Garros? Est-ce que, c'est l'objectif, c'est d'être une marque populaire, c'est d'être une marque, En fait, qu'est-ce Roland que ça Garros, change? alors d'abord, ça nous aide énormément. Quand on lance, quand on la première année de Roland Garros, il y a 3 ans, c'était le moment où on avait changé le logo. Donc effectivement, techniquement, ça a été, très efficace parce que le logo est apparu pour la première fois sur un filet, avant même d'arriver sur les premières voitures et les gens l'ont vu à la télé dans le monde entier. Donc ça a été super efficace, donc ça aide énormément. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, il y a pas mal de gens qui essayent les voitures. Donc ils découvrent Renault et souvent, ce sont des gens qui n'en ont pas. Donc ça, il y a un aspect qui est très intéressant. C'est une vitrine ambulante, hein, parce que quand on a 200 voitures stickées Roland-Garros qui roulent dans tout Paris, les gens découvrent la gamme, hein. Tout le monde ne connaît pas, il ne faut pas être, arrogant, tout le monde ne connaît pas encore bien le nouveau Renault. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des contacts directs avec les clients, ce qu'on a sur les salons automobiles, mais qu'on a là. Particulièrement, on expose, plusieurs R5, les gens nous font des commentaires en direct, c'est extrêmement précieux. Voilà un peu, ce que l'on et puis ça nous permet, hem, d'essayer des solutions techno aussi. Heu, on a une navette autonome électrique qui roule, qui prend les gens à la sortie du métro, porte d'Auteuil, et qui les emmène au filtre sécurité. Ça fait quand même un peu plus d'1 kilomètre. Les navettes tournent en circuit fermé, elles sont électriques et autonomes et les gens ne connaissent pas les navettes Et autonomes. ça Il y en a fonctionne pas bien? et ça fonctionne super bien. Donc ça permet de tester ces solutions-là et puis on a mis en place parce évidemment, on fait très gaffe, particulièrement en ce moment, c'est compliqué de se déplacer. On a mis en place une application d'autopartage, qui permet aux gens de venir grouper à Roland-Garros, se regrouper dans les voitures. Vous avez pu constater, comme moi, que ces derniers temps, c'est un peu compliqué de circuler pour plein de raisons. Donc on essaye ce genre de choses. Voilà. Et d'autres, compétitions sportives, ça pourrait vous intéresser? Je pense au foot, par exemple, quand on voit que le constructeur, chinois BYD est sponsor de l'Euro, vous, c'est quelque chose que vous envisagez un jour? Alors, je vais vous faire une réponse en 2 points. D'abord, quand je suis arrivé il y a 3 ans chez Renault, Renault avait une quarantaine de partenariats. Alors, mais de tout, tout type. On avait les Césars, on avait le Festival de Cannes, on avait le PSG, on avait, et plein, Festival du film américain de Deauville. Tous des super partenariats, c'est pas le sujet. Le truc, c'est qu'on dépensait beaucoup d'argent, il y avait pas une ligne directrice et que c'était pas très efficace. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a Moins mais regroupé, mieux. voilà, on a regroupé autour de 4. 4 ou 5. D'abord, les gens ne se souviennent pas forcément, mais on est motoriste de l'écurie Alpine F1 Team. Donc, sur les voitures, il y a marqué E-Tech. E-Tech, c'est notre technologie de moteur hybride. Donc, c'est notre premier gros partenariat. Le deuxième, c'est Roland-Garros. On cherchait un événement qui soit à la fois populaire et chic et français et retransmis dans le monde entier. Là, il n'y en a pas des masses, hein. Vous pouvez faire le tour, il n'y en a pas. Populaire, il y a le Tour de France, mais c'est déjà fait, il y a déjà quelqu'un dessus.
et populaire et chic, et dans le monde entier, il y en a pas d'autres. Donc c'était celui-là qu'il fallait prendre. On a eu la chance de pouvoir y aller, on y est allé. 3e point, on a, un ancrage très fort avec la Fédération française de rugby puisqu'on est sponsor de toutes les équipes de France de rugby, hommes, femmes, juniors, seniors, équipe A, équipe B. On est présent sur, le maillot pardon, sur le short à l'arrière. Ça, ce qui est génial, c'est que ça vous donne un ancrage régional et le public du rugby est assez, élégant. Ça permet de toucher des gens à qui on parlait pas naturellement. Donc le foot, ça vous intéresse pas trop? Alors c'est pas complètement vrai, puisque nous avons un tout petit partenariat avec le Paris FC, parce que ce qui nous intéresse, c'est le travail qu'ils font autour, des gamins des banlieues, et ça nous intéresse énormément, et on a un partenariat avec la Fédération française de judo, puisque nous sommes partenaires, des équipes de France de judo, grand pourvoyeur de médailles aux Jeux olympiques depuis toujours, et ce qui nous intéresse chez eux, c'est le travail qu'ils font, autour du développement dans les quartiers, du judo, voilà. Donc on cherche à la fois, de la premiumness, mais garder un très fort contact, moi ce que j'appelle la pop culture, voilà. Ouais, pareil, vous me faites ma transition parce que parmi les autres activations majeures, une célébration de la R5 au centre Pompidou en avril dernier avec une série de représentations festives. À la rentrée prochaine, un concept store Maison 5 avec là encore une programmation culturelle, mode, musique, art, sport. Pourquoi est-ce que vous activez ce levier-là de la pop culture? Parce que, En alors quoi d'abord ça s'inscrit dans la en fait, stratégie de Renault? on est en train de parler du lancement de la R5. Ce que vous évoquez, c'est purement R5. Mais bon, c'est bien vu, c'est le sujet en fait. Renault est une marque qui est parfaitement ancrée dans la culture populaire, et la culture populaire, c'est la pop culture, c'est quelque chose de très noble. C'est les marques qui ont réussi à rentrer dans le quotidien des gens. La R5 est rentrée dans le quotidien des gens. Comme la Renault 5 revient, qu'elle est très techno, qu'elle est fabriquée en France, très important, on s'est dit, mais et que c'est une icône. Les icônes ont ce statut parce qu'elles ont connu un très grand succès et elles ont disparu, et donc elles sont iconiques, et quand elles reviennent, elles sont très attendues. On s'est dit: «Mais il faut qu'on fasse quelque chose, au centre Georges Pompidou à Beaubourg». Et alors parmi, tout ce qu'on vient d'évoquer, le sponsoring, le partenariat, les expériences, des programmations, quid de la pub ciblée et des réseaux sociaux? Et dans tout cela, qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte le plus? Bon, écoutez, là, je pense que les directeurs marketing modernes, hein, ils vous disent que l'avenir, c'est le digital, les réseaux sociaux, ça fait, 15 ans qu'on entend ça. Bon, la réalité, c'est que moi, mon approche, elle est un chouïa différent. C'est que tout est bon. Tout est bon. Si vous voulez, moi, je suis un grand fan de l'affichage urbain, mais à condition qu'il soit bien fait. Je suis un très grand fan du format long à la télé. Les marques de luxe françaises en Corée, ils mettent des films de 2 minutes au journal de 20h. Bon, je peux pas le faire en France parce que c'est trop compliqué, on nous laisse même pas vraiment le faire, mais j'arrive quand même à mettre des films d'une minute parfois. Ça, c'est extraordinaire. Vous travaillez avec Publicis d'ailleurs. On travaille avec, Publicis, absolument. Donc mettre des formats longs à la télé, moins de télé, mais mieux de télé, et je travaille énormément le contexte programme. C'est-à-dire que, heu, des émissions, de politique de haut niveau, c'est très intéressant. On y apprend des choses, et donc mettre une pub avant, c'est super. Le sport de haut niveau, c'est extrêmement intéressant. Donc pas de réseaux sociaux? Ah si, alors les réseaux sociaux, on est extrêmement présent. On est la première marque automobile généraliste au monde sur TikTok, avec 1 400 000 fans. Il y a 2 ans, on n'y était pas. Et on est très présent sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, on y est de façon plutôt, artistique, technique. C'est-à-dire qu'on se sert des réseaux sociaux avec le positif des réseaux sociaux. On on essaye C'est-à-dire? de on essaye de produire du contenu, de faire travailler des artistes, voilà. On essaye d'interpeller par la créativité, que d'interpeller par la déclaration. Par exemple, on est, très peu actif sur Twitter. On y est toujours, mais on n'est plus très actif, voilà. Est-ce que vous allez intégrer, l'intelligence artificielle dans votre stratégie marketing chez Renault? Bah, en fait, vous ne le savez pas, mais elle y est déjà. Elle y est déjà dans la construction de nos plans médias, dans le ciblage de nos audiences. Elle y est déjà même dans la création de certaines publicités. Alors, c'est pas les publicités où on voit des hommes et des femmes, c'est plutôt les publicités où on voit des décors. Aujourd'hui, il y a plus besoin d'aller à New York pour mettre New York dans un film, à condition qu'on soit propriétaire des images, bien sûr. Il ne s'agit pas de Donc il y a voler. certaines de vos campagnes qui sont créées avec de Il y a l'IA? de l'i il y a du calcul, de haut niveau, et l'intelligence artificielle sur énormément de campagnes, mais depuis longtemps. Mais parce que ça ne s'appelait pas comme ça. Mais on lui a donné un nom. C'est comme le métaverse. Le métaverse, on y est depuis 5 ans, sauf qu'on ne l'appelait pas métaverse. Mais maintenant, on lui a donné un nom, donc on est dans le métaverse.
Une dernière question pour terminer sur l'aspect un peu plus gestion de communication, un peu plus politique. Cette semaine, le scandale des airbags défectueux Takata a repris de l'ampleur chez Stellantis, qui devrait d'ailleurs rappeler 8 millions de véhicules. Est-ce que certaines de vos voitures roulent avec ces airbags? Bah, là, c'est un problème Stellantis. Moi, je commande pas un problème de Stellantis. Non, c'était juste pour avoir votre regard sur J'ai sur pas, la communication de crise, sur la gestion bah, de c'est Stellantis, enfin, sur, c'est pas marrant ce qui leur arrive. C'est sur pas ce qui se marrant ce qui passe. arrive à l'entreprise, c'est pas marrant ce qui arrive aux clients. Donc il faut le gérer, mais bon, nous, moi, j'ai pas ce problème à gérer, donc je peux pas vous répondre. Vous trouvez qu'il le gère bien dans Bah, l'ensemble? j'ai pas de commentaire là-dessus. OK. Merci beaucoup Arnaud Merci à vous. Bellamy. Merci d'avoir été avec nous, aujourd'hui, directeur marketing de Renault. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenbaum. À la une cette semaine, Instagram qui fait monter la pression publicitaire. L'application confirme tester la diffusion de vidéos publicitaires impossibles à passer, des unskippable ads, des spots qui ressemblent à ceux de YouTube qui viennent interrompre la consultation du fil de vidéo. Un petit compte à rebours indique à l'utilisateur le temps d'attente jusqu'à la fin de la pub. Une évolution qui accompagne logiquement la transformation d'Instagram en un réseau toujours plus orienté vers la vidéo. Le test a sans surprise entraîné des réactions plutôt négatives des utilisateurs. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'État de New York met la pression sur les réseaux sociaux. L'administration compte bloquer les algorithmes des réseaux lorsqu'ils sont utilisés par des mineurs, à moins d'obtenir une autorisation parentale. L'objectif est d'empêcher que des contenus potentiellement problématiques, violents, pornographiques n'atteignent des adolescents et des enfants par le biais de ces algorithmes. Il est aussi de rendre les réseaux sociaux moins addictifs. L'État de New York est ainsi en passe d'être le premier État américain à légiférer sur la régulation des contenus numériques. À propos de régulation en Europe, cette fois une étape importante cette semaine avec le lancement du premier magasin d'applications concurrent de l'App Store sur les iPhones et les iPads. Aptoide, c'est le nom de ce store alternatif déjà populaire sur les appareils Android, un store qui est spécialisé dans la distribution de jeux mobiles. Il aura fallu attendre le DMA, la réglementation européenne, pour qu'Apple soit contraint d'accepter des magasins d'applications concurrents de son App Store. On reparle des initiatives d'IKEA pour finir avec le lancement d'un magasin de la marque dans le métavers sur Roblox, quelques semaines après Walmart, qui expérimente aussi sur cette plateforme. Et IKEA va plus loin puisque ce magasin virtuel aura ses propres vendeurs, des avatars qui seront opérés par des humains bien réels, payés par IKEA. 10 postes ont été ouverts au Royaume-Uni et en Irlande avec un salaire promis de 15 € de l'heure. L'ouverture du magasin qui permettra d'explorer l'univers d'IKEA est prévue le 24 janvier. En amont de sa prise de parole aux 20h de TF1 et France 2, Emmanuel Macron a accordé une interview au média digital Le Crayon mardi dernier, à J-5 avant les élections européennes. Un peu moins de 25 minutes sur YouTube depuis l'Elysée. C'est une vidéo intitulée «La démocratie au bord du gouffre». Le président de la République répond. Avec moi pour nous raconter toutes les coulisses de cette interview, de cette préparation, Valran Moulet-Berthaud, bonjour. Salut Rebecca, merci de me recevoir. Merci d'être là. Tu es donc cofondateur du média, du groupe Média Le Crayon. Et à tes côtés, Valran, Frédéric Simotel, éditorialiste tech à BFM Business. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant tout, donc notre sondage du jour. Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'accorder une interview au média digital Le Crayon? C'est ce qu'on vous a demandé sur le compte LinkedIn, sur BFM Business. Réponse non, ça sert à rien, à 66%. Avant que tu nous racontes toute la préparation, Valran, je voulais avoir ton regard, Fred. Pourquoi cette réponse, à ton avis? Bah, il y a la réponse anti-Macron, on va dire. De toute façon, il aurait accordé une interview à France Télé, à n'importe quel média, on aurait dit non, ça sert à rien. Et puis après, il y a ceux qui ne voient pas forcément l'utilité d'aller sur un média, sur YouTube, il veut toucher les jeunes. Enfin, je pense que c'est quand même beaucoup de réponses plutôt anti-Macron que anti les réseaux sociaux parce que justement aujourd'hui on le voit, hein, c'est tous les hommes politiques doivent aller chercher des relais sur tous les médias. On dit que les jeunes ne votent pas, ne votent pas assez. Il faut, si on veut les attirer sur la politique, il faut aller les chercher là où ils sont. Et ils sont sur YouTube. On va revenir évidemment sur les politiques qui prennent de plus en plus la parole sur les réseaux sociaux, pas assez visiblement. L'entretien a donc été enregistré vendredi dernier à l'Élysée. Ça apparaît un peu, donc, comme tu le disais Fred, comme une tentative de capter un électorat pour l'instant un peu absent. 22 minutes d'interview par ton cofondateur, Valran, Antonin Marin. Raconte-nous tout. Comment ça s'est organisé? Qui a appelé qui? C'est quoi les coulisses? Exactement. Déjà, c'est important de le dire. Je ne suis pas certain que le but du camp de Macron, donc du camp présidentiel, était de faire cette interview à la base, parce que nous, c'est pas ce qu'on nous avait proposé. Ce qu'on nous avait proposé, c'était de suivre le président de la République pendant son voyage en Allemagne. Étant fin négociateur que nous sommes, nous avons dit OK, mais dans ce cas-là, on veut quelques minutes avec le président pour pouvoir vraiment complémenter ce reportage-là.
Finalement, ces quelques minutes, nous les avons jamais eues en Allemagne parce qu'une visite présidentielle en Allemagne, bah, il y a des aléas, des rebondissements et donc du coup, on n'a pas pu avoir ça et c'est derrière, un peu pour faire un monde adorable et en même temps parce qu'on a beaucoup insisté, qu'on a réussi à avoir normalement 15-20 minutes et finalement on a réussi à avoir jusqu'à 20-25-30 minutes avec le président de la Et République. alors, quelles sont les conditions qui ont été posées? Est-ce que ça a été OK, mais on veut un droit de regard sur les questions, on veut un droit de regard sur le montage? Quelles ont été les conditions de l'équipe de communication de Il Macron? y a eu aucune condition qui ont été fixées, si ce n'est celle du temps. Ça ne devait pas passer les 25 minutes, je crois, ouais, exactement, à peu près 25 minutes, un peu moins. Et la deuxième chose, c'était qu'il fallait que le sujet ait au moins une bonne partie autour de l'Europe. Il y a beaucoup de sujets qu'on aurait aimé aborder et qu'on n'a pas abordés, ou en tout cas pas assez profondément, des sujets écologiques, des sujets de santé mentale, des sujets de ce qui se passe à Gaza et au Proche-Orient. On n'a pas pu aller en profondeur là-dessus parce qu'il y avait une part qui était faite à l'Europe en vision des élections européennes, évidemment, mais en vision aussi de cette visite du chef de l'État en Allemagne. Et que les gens confondent les deux temporalités parce que ce sont les mêmes. Je ne pense pas que ça a échappé ni à nous ni au camp présidentiel, mais c'est important de rappeler que cette visite en Allemagne était décorrélée des élections européennes en tant que telles, et que les sujets de l'Europe, ça n'est pas uniquement celle des élections européennes, mais c'est aussi celle du couple franco-allemand, de comment on réussit à faire une Europe à 27, encore plus une Europe dont il y a une guerre sur notre territoire entre l'Ukraine et la Russie. Et je rajouterai à cela que, de toute façon, on peut dire que le chef de l'État doit parler ou doit ne pas parler. Je pense que ça appartient au camp de l'Élysée de répondre là-dessus. Nous, on pense que c'est notre rôle en tant que média jeune de recevoir les politiques de premier plan du pays. Et on ne l'a pas fait d'ailleurs dans toute notre histoire au crayon qu'avec le président de la République ou le camp de Macron. On l'a fait Vous l'avez fait également avec d'autres avec des partis anciens chefs de politiques. l'État comme François Hollande, des chefs de parti comme Jordan Bardella ou des personnalités de premier plan comme François Ruffin ou On Mathilde Panot. reviendra et puis on reviendra aussi sur ce que ça a apporté, Non, mais je le précise vraiment parce au que c'est une crayon. Non, remarque mais qui nous a été faite et donc du coup je le dis, tu on a toujours reçu de tous les politiques et on ne s'arrêtera pas de le faire. tu fais bien. Qu'est-ce qui a géré ça? Est-ce qu'il a, je sais pas, un communicant représentant qui est là tout le temps avec lui à tout vérifier? Est-ce qu'il a une équipe tout entière? Non, je pense que pour le coup là-dessus, je ne sais pas comment ça se passait avant Emmanuel Macron, mais je pense qu'Emmanuel Macron a un peu cette spécificité de, bien connaître ses dossiers, d'avoir ce côté très technique sur les sujets et donc du coup son équipe de com, en tout cas pas devant nos yeux, n'a pas été préparée devant nos yeux, donc je pense on n'a pas envoyé les questions en amont, enfin ils nous ont pas demandé, d'agenda particulier, ils nous ont juste demandé qu'il y ait une partie qui soit dédiée au sujet de l'Europe et donc du coup ça on l'a fait, mais ils ont eu aucune question avant, l'intervention et après nous on a discuté avec une des personnes qui bossent dans son équipe de presse qui était pas la personne principale là-dessus, mais qui était, on va dire la N-1 de la chef presse de l'Élysée. Et donc, du coup, ils ont coordonné ça à plusieurs, mais j'insiste sur le fait que c'est devenu un peu par la force des choses un entretien, mais c'était à la toute base prévu comme le fait de suivre le président pendant une visite en Allemagne. C'est juste la force des choses, le hasard, plus notre pugnacité qui a amené à avoir un entretien à la fin. Frédéric, tu me disais que c'était beaucoup plus normal aux États-Unis et en Amérique qu'en France, que les politiques et notamment, voilà, surtout en campagne, les politiques prennent la parole sur les réseaux sociaux. Pourquoi? C'est quoi ce Oui, les décalage? politiques et même toutes les personnalités, hein. On a encore du mal à prendre ce virage. Alors évidemment, Emmanuel Macron, des Jordan Bardella, certains candidats ont bien compris, hein, qu'il fallait aller être là où sont les jeunes, là où sont et pas que les jeunes, hein, d'ailleurs. Moi, le premier, je regarde plus de choses, de documentaires ou de choses sur YouTube sur certaines de mes passions, sport, en voyage, etc., que sur la télé linéaire. Donc ils voient de toute façon que peu à peu on déserte, enfin toutes les générations désertent un peu la télévision, ce qu'on appelle télévision linéaire, pour aller justement chercher des contenus sur internet. Donc voilà, logiquement, il va. Par contre, oui, ce que l'on sent, c'est que moi je trouve qu'aujourd'hui, si on va juste rester sur les politiques, ils traitent ça encore comme un média À à part. côté, un média à part. C'est-à-dire, c'est un peu comme les débuts de. Alors, c'était un peu différent, les débuts de la télé, mais il y a la presse écrite avait toute l'aura, et puis la télé est arrivée, et puis voilà, il y a eu un peu cette bataille entre les deux. Après est arrivé Internet, et pareil, c'était plutôt la presse écrite, la télévision qui avait tout l'aura, et Internet c'était à côté. Et je trouve que les Américains, eux, ils traitent ça au global. Voilà, on va faire les messages sont très clairement adressés quand on va sur YouTube, sur Twitch, enfin sur des médias D'accord. Internet, quand on va aller faire les grands débats sur les grands networks américains, quand on va aller sur des chaînes plus régionales, parce que là aussi ils ont une spécificité de chaînes plus régionales. Et je trouve qu'eux, ils ont une stratégie beaucoup plus globale, alors que nous, alors je ne sais pas comment on travaille à l'Élysée, mais on a l'impression que sur Macron ou d'autres politiques, hein, qu'il y a vraiment la stratégie Internet, la stratégie média, c'est encore un peu décorrélé. Et ça, je trouve, enfin voilà, il faudrait qu'on. Et nous, les médias, parfois, on est un peu comme ça aussi, hein. Parfois, nous, on traite les sujets selon notre média, radio-télé.
on n'a pas une ombrelle, une marque ombrelle. 360. Et puis on se dit, voilà, alors le journaliste aimerait être présent partout, il y a un manque de temps aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins bien que les Américains. Rapidement pour terminer, est-ce que ça a un impact sur les plateformes directement? Je sais pas, pour YouTube d'avoir, un président de la République qui donne une interview sur YouTube directement, est-ce que ça joue? Bah, Ça a un ça a un impact après, c'est la façon dont c'est repris. C'est-à-dire s'il y a des influenceurs qui reprennent voilà, des quelques moments on va rester sur cette interview, des quelques moments de l'interview, c'est des points précis, positifs ou négatifs, hein. Je pense que là, il y a un vrai impact. Et c'est ça, c'est tout l'effet rebond qu'il doit avoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour en revenir à la télé. Si la télé a un impact, c'est parce qu'on reprend des petits morceaux que l'on met sur Exactement. que l'on met sur le net, enfin voilà, sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Et que là, ça rebondit. On a vu des émissions, pour en parler d'une, Cyril Hanouna, au début, il avait une toute petite audience. Quand ils ont commencé à découper des moments un peu drôles, enfin voilà, selon son humour, des moments chocs un peu de l'émission qu'ils ont mis sur Internet, ça a décollé. Et en quelques mois, il s'est retrouvé avec des millions de téléspectateurs qui se disaient à travers Internet, mais c'est quoi cette émission? Et du coup, ils sont repartis vers la télé. Ce que fait Quotidien très bien d'ailleurs aussi. Merci Valran, merci d'avoir été avec nous. Merci Fred d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment donc partout en replay, télé, podcast et sur notre application BFM Business. Et comme chaque semaine, on termine avec notre campagne Chouchou, la campagne qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, c'est inévitablement le nouveau film de Old El Paso. Lors d'un défilé parisien en septembre dernier, la marque de cuisine mexicaine en avait profité pour proposer une collaboration avec Lena Mafouf, alias Lena Situation. Et 6 mois plus tard, Lena est officiellement nommée Head of Vendredi. Je vous laisse avec ce film signé Artefact 3000. Très bon week-end sur BFM. Léna, les poivrons. Pas sévère, beaucoup trop vert. Oh, Magali. Victor, vous êtes un artiste. Voilà. Wow. Chez Old El Paso, on ne plaisante pas avec le vendredi. Parce que le vendredi, c'est Farita Party.